la dure tâche de vous parler d'un sujet peut-être soporifique. J'espère pas. C'est le RIC. Alors ici, dans cette salle, qui est déjà sensibilisé au RIC, ça c'est bon, je pense. Ok, ouais, allons-y, on fait un petit sondage. Qui est sensibilisé au RIC? Ok, c'est bien. Qui a encore des doutes par rapport à ce qu'est le RIC, ou ce qui peut être? D'accord, donc j'ai encore des personnes à essayer de convaincre. D'accord. Et on va dire, et qui est complètement opposé à l'idée même d'un RIC. Vous avez le droit, hein, vous pouvez lever la main. Hein. Ok, super. Bon, alors pour beaucoup, le RIC, c'est 3 initiales qui sont arrivées en novembre-décembre, on va dire. Mais en fait, c'est un concept qui existe depuis très longtemps. Il faut savoir qu'en France, il est apparu il y a à peu près 40 ans, d'accord, porté par des gens comme Yvan Bachot. Et historiquement, c'était des personnes qui n'étaient absolument pas, on va dire, écoutées, entendues. Donc c'était un mouvement extrêmement minoritaire. Et d'une autre manière, c'est qu'il n'est pas apparu uniquement dans la tête de ce monsieur, ou des gens qui travaillent avec lui, c'est qu'ils se sont inspirés de ce qui se faisait à l'étranger. Et il faut savoir que depuis 130 ans, il existe en Suisse. Ça fait 100 ans qu'il existe dans certains États des États-Unis, quasiment la moitié des États des États-Unis. On est à peu près à 27 États. Et puis il existe bien entendu dans plein d'autres pays d'Amérique latine, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, une partie de l'Asie, Taïwan, etc. On a aussi en Afrique, bizarrement. Et donc dans 40 pays du monde, vous avez une forme de RIC. Alors le RIC, vous le connaissez peut-être sous le nom des 4 initiales, le CARL, constituant, abrogatoire, d'accord, révocatoire et législatif. Mais il faut savoir qu'en fait, il existe à peu près une dizaine d'autres types de RIC. Pas seulement ces 4-là. C'est pour ça que vous entendez très souvent parler de « en toute matière ». Le « en toute matière » veut dire que à ce jour, on a 9 types de RIC, mais que si dans 10 ans ou dans 20 ans, eh bien, on a envie d'en ajouter un 11e, un 15e, un 20e, eh bien, qu'on puisse le faire. Donc c'est pour ça qu'on veut le laisser marqué en toute matière. Ensuite, en quoi consiste le RIC? Le RIC, on va dire dans la philosophie politique, dans les sciences politiques, c'est un outil. Alors c'est pas un outil magique, hein, encore une fois, mais c'est un outil qui est mis à la disposition des citoyens. Les citoyens ont la possibilité de légiférer et ils ont surtout la possibilité de contrôler leurs élus. Et ça, c'est un aspect très important, le contrôle des élus, parce que ça a plusieurs grilles de lecture. La première, c'est le contrôle des élus sur leur action, d'accord ? Sur le fait qu'ils se positionnent sur certaines choses, ils légifèrent, etc. Mais c'est aussi sur leur comportement. Donc si par exemple, ils faillent, ils font défaut à leur mission, qui est celle de représenter les citoyens, et c'est là où ça nous ramène à la question de tout à l'heure, hein, faut-il des représentants, pas des représentants? Le représentant, par définition, c'est quelqu'un qui porte vos intérêts. C'est quelqu'un qui défend vos intérêts. C'est pas quelqu'un qui va se mettre en spectacle et puis se mettre de l'argent dans les poches. C'est pas ça le but d'un représentant. Le but d'un représentant, c'est que son mandat est très court, et ensuite, il va falloir qu'il représente les intérêts des gens, en tous les cas, soit qui ont voté pour lui, soit les gens du territoire qu'il est censé représenter. C'est le but, par exemple, des sénateurs. Les sénateurs ne représentent pas les électeurs, puisqu'ils sont élus par des grands électeurs, ils représentent les territoires. D'accord ? Donc l'idée du RIC, c'est tout simplement, par exemple, le RIC révocatoire, de pouvoir révoquer, donc mettre fin au mandat d'un élu qui aurait failli. Alors soit il aurait failli parce qu'il a tapé dans la caisse, etc., soit tout simplement il ne donne pas satisfaction aux représentés. D'accord ? Donc dans beaucoup de pays où le révocatoire est en place, notamment les pays des États des États-Unis, où c'est en place, on s'aperçoit que ça a une autre vertu. C'est que le révocatoire, il l'utilise, mais on va dire pas non plus de manière excessive, puisqu'à partir du moment où les élus savent qu'ils peuvent être révoqués, donc ils font très attention. Ça, c'est un des premiers aspects.
La deuxième chose, c'est qu'il légifère nettement moins. Parce que lorsque vous coulez sous les projets de loi, 1400, 4000 projets de loi, humainement, c'est juste impossible. On ne peut pas gérer les choses correctement si on a une pile comme ça de projets de loi à regarder. Ce qu'a fait ce gouvernement, il a accéléré le comportement déjà d'autres gouvernements, c'est pas que celui-ci. Il a accéléré la législature. Ça veut dire qu'avant, on laissait à peu près 1 à 2 semaines à un parlementaire pour regarder un texte de loi, l'amender si nécessaire, et ensuite se positionner. Aujourd'hui, on fait ça à 3 jours. Donc, un texte de loi, c'est pour ceux qui s'y intéressent, l'équivalent d'un petit livre de 100 pages. L'avoir le lundi matin, devoir le lire, l'amender, donc se poser des questions, se retourner vers les associations qui ont travaillé sur le sujet, éventuellement, se retourner vers les citoyens pour avoir leur avis, leurs administrés, s'ils se retournent vers les gens qui sont censés représenter, remonter des informations, engager des débats, peser le pour et le contre, poser des questions, et ensuite passer en séance, en commission, pour justement poser ces questions, réfléchir sur ces questions, travailler dessus, essayer d'améliorer les choses, et ensuite améliorer le texte. 3 jours, je pense que sincèrement, on est tous d'accord, quand bien même c'est leur travail, quand bien même ils sont des génies, là je vous parle que d'un projet de loi. Donc c'est juste pas sérieux. C'est pour ça que vous vous retrouvez finalement à avoir des gens qui vont voter des choses qu'ils n'ont jamais lues. Ils ne parlent pas pour beaucoup de parlementaires, ils n'ont pas pris connaissance finalement des sujets. Et surtout, ils n'ont pas pu peser pour le vote. Puisque comme ils ne peuvent pas voir tout le monde, c'est un peu compliqué. Donc en fait, ils vont faire ce qu'on appelle des votes de session. Donc ils vont faire confiance à leur président de groupe, et puis ils vont voter comme ça. À partir de là, on ne va pas s'étonner finalement d'avoir des lois absurdes qui passent à 3h, 4h du matin, puisque malheureusement, nous avons dans le règlement intérieur de nos assemblées absence de quorum, ce qui veut dire que lorsque on est dans cette pièce, dans cette salle, si on est 400, un quorum à 50% imposerait que pour prendre une décision, il faut que vous ayez au moins 200 personnes qui soient là. Et bien c'est pas le cas, etc. Et pourtant elles ont été votées. Alors moi ce que je vous engage à faire, puisque c'est aussi ça le RIC, c'est aussi la conscientisation et le fait que les citoyens s'intéressent à la vie publique. Et ça, c'est ça qui leur fait peur. Ce qui leur fait peur, c'est pas de vous donner un nouveau droit. Ce qui leur fait peur, c'est que vous alliez regarder tout ça. Et que vous ayez un œil dessus. Et surtout que vous ayez un moyen de contrôle et de sanction. C'est ça qui leur fait peur. Donc moi, je vous invite à aller regarder un site internet, deux sites internet qui s'appellent nosdéputés.fr ou nossénateurs.fr. C'est un site, ce sont 2 sites internet qui sont basés sur des open data, c'est-à-dire l'État officialise des informations et les met à disposition des citoyens. Après, les citoyens en font ce qu'ils veulent. Donc ces 2 sites internet, et ce qu'ils ont fait, ils les ont récupérés, et puis ils mettent sous forme de map l'activité de nos parlementaires. Comme ça, vous allez pouvoir voir à l'instant T si votre député, votre sénateur travaille. Et s'il travaille, qu'est-ce qu'il fait? Travaille-t-il en commission? Fait-il uniquement des discours à l'Assemblée? Souvent important. Et en fait, à ce moment-là, on va voir s'ils sont réellement présents ou pas. Parce qu'être présent à l'Assemblée nationale, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est en commission, c'est là que les choses se passent. Et savoir s'ils ont abordé des choses, s'ils ont fait des choses. Donc ça, à partir de là, aujourd'hui, déjà, on peut le faire. Vous pouvez déjà le faire. Et ce qui est magnifique dans ce mouvement des Gilets jaunes, et c'est là où ils ont déjà perdu. Déjà, on peut être content par rapport à ça, c'est qu'en fait, ils ont fondé toute leur manière de faire, toute leur méthodologie, sur la léthargie des gens. Sur le fait que les gens ne s'inquiètent pas, ne s'occupent pas de la vie publique. Vous savez, dans une démocratie, c'est pas que le vote, c'est pas qu'un point de vue technique, la démocratie. C'est pas juste je vote avec 51% et tout le monde est content. La démocratie, c'est un cocktail. C'est beaucoup de choses. Ce sont des valeurs, c'est le respect des minorités. Une majorité n'a pas le droit de prendre toutes les décisions qu'elle veut, quand même elle est à 75%. Elle ne peut pas prendre toutes les décisions qu'elle veut à l'encontre d'une minorité. C'est à la manière dont vous persécutez une minorité que l'on mesure une démocratie. Les minorités, ça peut être des minorités sociales, ethniques, religieuses.
C'est ça qui permet de vraiment savoir si on est dans une démocratie ou pas. Les violences policières en font partie. Le fait de sanctionner ses opposants, les martyriser, les violenter, les humilier, les incarcérer. On mesure une démocratie à ça. Et pas à la capacité des citoyens de voter à 51%. Parce que si c'était que ça, je vous avoue, alors c'est un scoop, l'Afghanistan est donc aujourd'hui, à ce jour, et l'Irak sont aussi des démocraties. Ils organisent des élections, truquées ou pas, peu importe, et ils vont voter à 51%. Donc ça n'est pas ça la démocratie, c'est un concept nettement plus intéressant, nettement plus intelligent, qui conscientise les citoyens, qui leur permet de grandir, de passer de l'état d'électeurs muets, d'électeurs enfants, à des adultes responsables. Et l'adulte responsable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez donc devoir vous intéresser à la vie publique et à la vie politique. Ça passe évidemment par les mairies, ça passe bien entendu parce que l'action d'un gouvernement, mais le sanctionner aussi, et aussi proposer des choses. Le RIC, c'est tout ça. Le RIC, c'est un véritable outil. Encore une fois, c'est pas magique. Parce que même dans les pays où il est en place, parfois il est inopérant, puisque les gens qui étaient à la manœuvre et qui sont au gouvernement, les ont un petit peu eus sur les modalités. On va en reparler très vite. C'est-à-dire ils ont rendu le RIC inopérant, inefficace. On ne peut pas l'utiliser. Et puis, à contrario, il y a des pays qui ont fait assez bien les choses et qui permettent à des citoyens d'exercer leur droit. Donc la Suisse est très souvent pris en exemple, mais il n'y a pas que la Suisse. On a la Slovénie, la Croatie, qui utilisent ce genre de choses. C'est long, c'est lent. On ne passe pas d'un état de, on va dire, l'âge de pierre, c'est ce que je dis en permanence. Aujourd'hui, on est à l'âge de pierre en France, de la démocratie. On ne passe pas à quelque chose d'idéal en 6 mois. C'est pas possible. Donc, on estime qu'un RIC dans un pays où c'est mis en place, et c'est pour ça que moi je ne veux mentir à personne, c'est 20 ans avant que les choses commencent à être bien ancrées dans l'esprit des gens. Bien entendu que dans les premiers mois d'un RIC, des choses vont se faire. Et ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où les citoyens ont pris conscience de cette arme, de cet outil, la manière dont ils vont l'utiliser, il leur faut un peu de temps. C'est juste par rapport à ça. Donc le RIC, ce qui est vraiment intéressant, c'est que partout où il est en place, et notamment dans les États des États-Unis, eh bien, ceux qui exercent le RIC sur le contrôle de la fiscalité, par exemple, font en sorte que ces États-là sont les moins endettés. Ça, c'est super intéressant. Et ils ont les hommes politiques aux États-Unis les moins bien payés. Ah oui, parce qu'à partir du moment où on joue avec notre argent, et que dans le RIC, vous avez la capacité de dire « Ah non, moi ça je suis pas d'accord. Cette loi fiscale ne passera pas. L'augmentation du carburant ne passera pas. L'augmentation des privilèges de nos hommes politiques ne passeront pas. » Bon, bah à partir de ce moment-là, ça ne passe pas. Et donc, fatalement, ils sont obligés de faire en sorte que ça tienne. Donc, il y a des États intéressants aux États-Unis où, en fait, les citoyens ont demandé de diviser par 2 la rémunération des hommes politiques. Alors, ça a été le cas. Alors, c'est pas magique, encore une fois, hein, il y a des combats. Hein. Même dans ces États-là, il y a des choses à améliorer, et puis ils continuent. Mais au moins, ils ont un outil. Ils ont un outil. Et c'est ce qui fait peur en France. Alors, la France, c'est un cas vraiment à part. Très à part. Et c'est essentiellement lié à notre histoire. Pourquoi? Parce qu'il y a 200 ans, ça a été dit tout à l'heure, on a eu une révolution française. Dans d'autres pays, ils n'ont pas eu de révolution. Dans d'autres pays, ils ont fonctionné autrement. Alors, les pays de l'Est, ils ont eu évidemment l'URSS, hein, donc ils ont eu leur propre histoire. Et ils sont passés à autre chose. Nous, on est parti de la Révolution française. Il faut vous dire que tous les partisans du RIC, parce que ça existait déjà à l'époque, hein, on parle de Condorcet, qui était un des grands penseurs du RIC, l'équivalent du RIC d'aujourd'hui, bon bah lui, il est mort. Hein. Et toutes ces personnes qui avaient milité pour ça, elles ont été les premiers à partir à l'échafaud. Ça, c'est aussi intéressant de savoir ça. Et depuis 200 ans, en fait, on a des gens qui nous dirigent, qui sont issus d'une certaine aristocratie. Alors oui, pas l'aristocratie de sang bleu, d'accord? Mais c'est une autre aristocratie qui s'est mise en place. Et juste pour clarifier aussi les choses, sur les 200 ans qui se sont écoulés, nous avons réellement eu 120 ans
uniquement d'un régime dit démocratique, enfin d'une république. Parce que les 80 autres années, n'oubliez pas qu'on a eu quand même 2 empires et on a eu 2 restaurations de la monarchie. Donc c'est important aussi de savoir ça. 120 ans à l'échelle d'une nation, 120 ans à l'échelle de l'humanité, c'est rien. C'est rien du tout. C'est pour ça qu'en fait on n'a jamais expérimenté la vraie démocratie au sens palpable du terme. Donc on avait besoin de représentants, merci à eux. On avait besoin de cette classe politique, merci à eux. Et puis il fallait aussi que les citoyens montent des marches. Parce que toute société doit monter ses propres marches. On a monté une à une. On a viré nos 3. Et malheureusement, on en a remis un très très vite, tout de suite après. Alors on l'a appelé empereur. Et puis on l'a réappelé roi. Et aujourd'hui, on l'appelle président. Donc ce qui est très important, c'est que ce système mental dans lequel nous sommes reste un système très élitiste, très pyramidal. Donc l'idée, tout simplement, on a conquis de nouveaux droits. Nos aïeux ont conquis des droits. On a eu le suffrage universel, et à l'époque, vous savez, tout ce qu'on pouvait entendre sur le suffrage universel est bien pire que ce qu'on entend aujourd'hui sur le vote. Et puis après, on a eu aussi le vote des femmes. Et ça, c'est super intéressant parce que j'en ai juste pris quelques notes là tout à l'heure. Alors, je vais vous dire quelque chose. Des personnes qui s'enchaînaient, des manifestations monstres, des violences policières extrêmes, des emprisonnements arbitraires, des humiliations et des campagnes médiatiques de calomnie, des grèves de la faim, des renversements d'urnes au sein de bureaux de vote, des théâtres brûlés, des attentats. De quoi est-ce que je suis en train de vous parler? 1903. Les suffragettes. Les femmes, pour gagner le droit de vote, en Angleterre, ça a commencé en Angleterre, ont fait tout ce que je vous ai dit. Ont subi une répression extrêmement violente. Il y a eu des morts. En une journée, il y a eu 15 morts. La police a tué des femmes. Donc, et nous, après, j'ai oublié, c'était en 1903. Et donc en Grande-Bretagne, les femmes obtiennent le droit de vote en 1918, pour les moins de 30 ans, pour les plus de 30 ans. Et en 1928, pour les plus de 21 ans. Et la France, rien. Il faudra attendre 1944 et 1945 pour avoir les premières élections des femmes. Les femmes ont vécu la même chose en France. Le premier organe qui a monté, en tous les cas qui a mis en avant cette demande de nouveaux droits, date de 1881 en France. 1881, 1944. C'est pas un combat de 3 semaines. Il y a des gens qui ont été emprisonnés. Et il y a des gens qui sont morts pour ça. Et aujourd'hui, évidemment, toutes les femmes ont le droit de voter. Et il ne viendrait pas à l'idée de nos hommes politiques d'aujourd'hui de remettre ça en question. Oui. Et surtout, le plus intéressant, c'est que vous avez d'autres pays. La Russie, 1864, a donné le droit des femmes, le droit de vote aux femmes. 1864. La Turquie, 1934. Donc la France est vraiment un cas très très à part, où en fait la classe dirigeante, justement héritée de cette aristocratie, a toujours eu envie, si vous voulez, de museler les tentatives du peuple de conquérir de nouveaux droits. Et le RIC, ça n'est ni plus ni moins qu'un nouveau droit. Nous voulons un nouveau droit. Merci à ces gens-là. Merci beaucoup. Le temps est venu pour les citoyens de se prendre en main. Le temps est venu pour les citoyens d'accepter que ça va être un chemin dur. Le RIC, c'est pas quelque chose de facile, hein. On soit bien d'accord avec ça. Mais c'est un nouveau droit que nous voulons expérimenter parce que nous nous en sentons capables. Nous nous sentons prêts pour ce genre de choses. De la même manière qu'on se sentait prêt pour le suffrage universel et pour le droit de vote. Donc c'est un vrai nouveau droit qui va impliquer des devoirs, bien entendu. Mais ce droit est essentiel à la marche de ce pays. Essentiel. Sans ce nouveau droit, nous allons rester dans l'état que nous sommes. C'est-à-dire, vous aurez une partie de la population qui, elle, sera conscientisée, qui sera consciente de certains problèmes.
mais qui sera dans l'incapacité d'exprimer ce problème-là. Les seuls deux outils que nous avons aujourd'hui dans notre Constitution, réellement on en a trois. Le premier, c'est la grève. Le deuxième, c'est la manifestation. Deux outils de conflit. Il y a d'autres pays, hein, ils ont autre chose comme outil pour permettre à la population de s'exprimer. Comme le RIC, ou même comme d'autres aménagements, d'autres innovations démocratiques. Il n'y a pas que le RIC, il peut y avoir aussi beaucoup d'autres choses. Mais déjà, montons cette marche, qui est déjà nécessaire. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux outils ne peuvent que nous mener à la confrontation. Et en face de nous, nous n'aurons que des violences, puisque nous n'avons pas un outil législatif pacifié et pacifique. Le RIC, c'est un outil pacifique. Nous pourrons mener des combats, chacun pourra mener des combats en fonction de sa sensibilité, grâce à cet outil-là, puisque c'est un outil neutre. Cet outil existe dans des pays comme le Venezuela, l'extrême gauche, ou des pays comme la Suisse ou les États-Unis, qui sont ultralibérales. Ça n'est pas un outil marqué de manière partisane. C'est un outil neutre. Et les citoyens l'utiliseront comme ils ont envie de l'utiliser. Et là où c'est vraiment très très important et qu'il faut garder à l'esprit, c'est pourquoi ils ne veulent pas le donner. Parce que partager le pouvoir, c'est ça qui leur pose problème. Partager le RIC, c'est pas un partage de pouvoir avec les citoyens. À partir du moment où vous pouvez me révoquer si je fais des bêtises, où vous pouvez contrôler mon action, pouvoir, vous pouvez m'interdire de choisir, comme le fait le roi, de vendre ADP par exemple, et bien vous comprenez que c'est un peu compliqué. Bah oui, qu'est-ce qui nous renvoie dans les dents en permanence? J'ai été élu. À partir du moment où je suis élu, je peux tout faire. J'ai le droit de tout faire. Ben non. Non, l'idée c'est, tu as été élu pour quelque chose, pour une période bien précise, mais attention, t'es ni un caïd, ni un dealer, et encore moins un monarque. Et le RIC, c'est ça. Le RIC, c'est de les rappeler à l'ordre. On va peut-être pas forcément aller exercer le RIC révocatoire, par exemple, virer quelqu'un. On va peut-être pas le faire. Et on fera peut-être pas non plus le RIC abrogatoire, celui qui est d'arrêter d'interdire une loi. Ou même le RIC suspensif, c'est-à-dire il est en train d'être discuté actuellement au Parlement, mais on a, nous, la capacité d'arrêter les débats et de dire c'est bon, faut prendre en débat. On va peut-être pas faire ce genre de choses, mais c'est une arme qui est ici. De la même manière que nous avons le parapluie nucléaire, c'est une arme nucléaire, c'est une arme de dissuasion. Attention, messieurs, nous l'avons. Nous pourrons l'exercer si vous en abusez, si vous déconnez. Que se serait-il passé si on se met un petit peu dans une politique fiction? Que se serait-il passé avec l'ADP, la Française des Jeux, avec la vente des autoroutes? Que se serait-il passé si nous avions le RIC? Selon vous, est-ce que ça aurait été possible, oui ou non? On ne saura jamais. On ne saura jamais, exactement. Et c'est pour ça que j'ai dit on fait un peu de politique fiction. Eh bien, il y a des pays où c'est pas possible. Et notamment la Suisse. Mais pas que la Suisse. Où ils ont retoqué ce type de choses. L'Irlande. L'Irlande est un pays très très intéressant. Parce que l'Irlande, en fait, ils ont ce qu'on appelle le RIC constituant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une simple virgule est modifiée dans la Constitution, elle doit automatiquement être validée par voie référendaire. C'est dans leur Constitution, c'est comme ça. Ce qui veut dire que dès qu'ils touchent à la Constitution, hop, on consulte le peuple. Eh bien, vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'ils ont fait la même chose pour l'Europe. À chaque fois que l'Europe a voulu imposer des choses à l'Irlande, eh bien, ils ont fait un référendum. Eh bien, l'Irlande, peut-être peu de gens le savent, eh bien, ont une Europe à la carte. Eh oui. Il y a des choses qu'ils ont acceptées, d'autres qu'ils n'ont pas acceptées. Donc quand on dit à chaque fois, vous savez, c'est la faute de l'Europe, c'est la faute de l'Europe, il faut savoir aussi qu'il y a l'article 345 du traité européen, qui dit qu'en fait, chaque État membre est souverain de la manière de gérer l'économie de son pays. Ça aussi, c'est intéressant. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas l'Europe qui a demandé au gouvernement de vendre ADP, ou de vendre Engie, ou de nationaliser telle ou telle chose. Les pays sont autonomes par rapport à ça. Un autre mensonge. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est que pour eux, c'était très très facile de mettre ça sous le tapis de l'Europe en disant, vous savez, nous, on n'y est pour rien. Hein. C'est les méchants en Europe qui nous demandent.
Attention, je ne suis pas un pro, je m'en fiche. Ce que je veux juste dire, c'est que si ce genre de choses était consciente dans la tête des citoyens, on empêcherait ce genre de choses de se produire. Depuis le mouvement des Gilets jaunes, parce qu'ils ont perdu, et je parle du gouvernement, ils ont perdu. Ils ont fait sortir une masse immense de gens qui étaient léthargiques, qui n'étaient pas conscients de ça. Moi, ça fait 10 ans que je travaille, jamais j'aurais vu des gens comme ça dans une salle. Au mieux, j'aurais vu peut-être le premier rang, c'est tout. Et ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, c'est ça. Vous êtes là ce soir. Les gens sont là sur les réseaux sociaux. Les gens échangent, ils s'informent, ils s'instruisent. C'est en ce sens qu'ils ont perdu. Et le mouvement est enclenché et ils ne pourront plus jamais l'arrêter. C'est terminé, ils ne pourront plus l'arrêter. À partir du moment où vous avez sorti quelqu'un de sa torpeur, quelqu'un de sa léthargie mentale, il va commencer à s'intéresser. Il va commencer à s'instruire, à se cultiver, à lire. Il va peut-être pas tout comprendre, c'est pas très grave. Mais il va avoir cette volonté et après il va avoir cette colère. Les Gilets jaunes, c'est cette colère qui s'exprime. Vous exprimez cette colère. Et pourquoi est-ce que vous êtes sûr de toucher exactement le bon élément qui pose problème? C'est en mesurant la répression qui est en face. Parce que si en face, on vous laissait marcher tranquillement tous les samedis, comme ils le font pour la marche du climat, 5 marches du climat, 0. Ça, je parle de l'action de la part du gouvernement. Ils les méprisent, ils les regardent. Regardez les syndicats, ce qui se passe. Ils les laissent marcher. Et la SNCF, ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave. De toute façon, elle sera liquidée. Etc., etc. C'est en fonction de la réaction des médias. Regardez en fait tous ceux qui détiennent finalement le pouvoir dominant. S'ils sont aussi extrêmes dans leur manière de réagir, c'est que vous avez touché exactement le bon endroit. Vous avez mis exactement le doigt là où il fallait mettre le doigt. Alors dites-vous bien que ça ne va pas s'arrêter maintenant. Les violences policières ne vont pas s'arrêter. Tant que les policiers ou que l'armée n'aura pas pris parti pour le mouvement des Gilets jaunes, nous continuerons à être violentés. C'est clair. Il n'y a pas de surprise par rapport à ça. Dans une démocratie, il faut savoir qu'il y a un stade ultime de la citoyenneté. Et le stade ultime de la citoyenneté, ça s'appelle la désobéissance civile. Pourquoi? Parce qu'en fait, un citoyen se doit de connaître les lois. Vous savez, nul n'est censé ignorer la loi, et je le dis en présence d'un avocat. Eh bien, quand on est justement conscient des lois, et conscient du pays dans lequel on vit, on a aussi, par rapport à nos chers amis bleus, les policiers et l'armée, on a ce qu'on appelle des droits de retrait. C'est-à-dire quand on considère qu'un ordre est illégal, j'ai le droit de ne pas l'appliquer. Alors après, il va peut-être m'arriver des bricoles, mais j'ai le droit d'exercer ça. Eh bien, vous avez exactement la même chose chez les citoyens. Le droit de retrait chez les citoyens s'appelle la désobéissance civile. Nous estimons que des choses illégales sont en train de se produire, et nous refusons de les appliquer. Alors la désobéissance civile, c'est un cadre très particulier, c'est le pacifisme, c'est une action déterminée, ciblée, et une action de conscientisation de masse. Ce que vous faites, ce que le mouvement des Gilets jaunes a été, et continue d'être, c'est une désobéissance civile. Et maintenant, il faut passer à autre chose. Il va falloir qu'en face, ils entendent. Donc, on est aujourd'hui dans un no man's land. Il y a des pays où le RIC s'est obtenu de manière extrêmement pacifique, parce que la classe dirigeante avait plus d'intérêt à céder sur le RIC plutôt qu'à s'opposer. Et quand ils ont cédé, ils ont essayé de perdre la main. Et puis ils ont essayé de truquer un petit peu les modalités. Donc c'est à ce moment-là qu'ils vous ont placé des quorums très très élevés, ou alors ils mettent finalement des seuils de déclenchement très très hauts. Un seuil de déclenchement, c'est pour que un RIC soit prononcé, il faut qu'il y ait une pétition, d'accord? Et si je vous mets un seuil à 1 million, et si je vous mets un seuil à 10 millions, vous voyez bien que c'est pas la même chose. C'est le RIP. C'est le fameux RIP, article 11 de la Constitution, référendum d'initiative partagée, avec un seuil à 4,5 millions. Toute personne qui fait des pétitions sait que dépasser 1 million, c'est déjà génial, quoi. Donc là, ils en ont déclenché un pour ADP, justement. Donc on va voir.
Soyons optimistes, on va voir si ça marche. Bon, en tous les cas, depuis 2008 que c'est dans notre constitution, il y en a eu zéro. Zéro. Donc c'est pas un outil qui fonctionne. Donc il ne faut pas qu'on se fasse avoir par rapport au RIC. C'est là où c'est très important. Parce que demain, alors moi j'espérais quand même qu'il nous ait fait l'annonce la semaine dernière, mais malheureusement il ne l'a pas fait. Alors donc, du coup il va le faire demain. Donc je vais encore faire de l'anticipation, je suis désolé, et je vais me baser uniquement sur ce qu'il a dit. Ah, ce qu'il a laissé fuiter en fait. C'est pas une technique ça, de savoir un petit peu, de prendre un peu la température du peuple. Ça marche pas. Ouais, ils ont l'air d'être dupes, ils sont pas dupes. C'est merde, ils regardent plus la télé. Oh, purée, comment on va faire? Bon, donc il a laissé fuiter comme les choses. Et ce qu'il a laissé fuiter, c'est qu'il a dit qu'il allait faire un RIL. Référendum d'initiative locale. D'accord? Donc c'est un RIL local. Alors là, on pourrait se dire, première victoire, c'est génial. Ouais, enfin, sauf que le RIL existe depuis 2003 dans la Constitution, article 75-2. -1 ou -2? Je sais pas. Pour ceux qui sont sur Internet, qui vont aller fact-checker tout ce que je dis. Et ils auraient raison. C'est ça aussi le... Je peux dire des bêtises, il faut qu'ils le mettent en commentaire. Je dis n'importe quoi. Article 72-1 de la Constitution. Donc depuis la réforme de 2003, donc, nous avons ce qu'on appelle le référendum d'initiative locale. Et ça a été donc mis dans le Code général des collectivités territoriales, article LO 1112-1. Donc en fait on en a déjà un. Mais les modalités sont tellement absurdes qu'en fait on l'utilise peu, voire pas du tout. Et donc ce qui lui serait tenté, c'est pour ça que j'espère qu'il regarde ce soir, ce qui serait tenté de nous faire demain, alors ça va être un show, c'est ça? Je vois que c'est un show. Voilà, ça va être un show de pipeau. Eh bien, je veux qu'il soit conscient que nous sommes conscients. C'est ça qui est important. Oui, parce qu'on n'est pas juste des demandeurs abrutis de RIC, on est aussi des gens vraiment qui lisent les lois, qui lisent les textes, qui avons un réseau de juristes, de constitutionnalistes, d'avocats. Donc oui, on connaît, cher ami, nous connaissons, et donc à partir de là, j'attends de voir les modalités de ce RIC local. Soit il ressemble à ce qu'on a déjà, un RIL, auquel cas, dès vendredi, on va gentiment alerter les médias en disant « Allez, regardez les articles, s'il vous plaît, parce que si vous ne le savez pas, nous le savons. » Et puis on va lui laisser le bénéfice du doute quand même. D'accord? Peut-être que dans la nuit, là, il va peut-être changer des choses. Et on va peut-être se dire « Mince, ils sont ah, le con. » Et donc voilà, donc c'est important de ne pas aussi se faire rouler dans la farine de ce côté-là, c'est que on pourrait vous donner l'impression de vous donner des choses, c'est comme pour la fiscalité, hein, ils vont vous donner des choses, ça c'est sûr et certain. Ils vont vous les donner. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est acheter la paix sociale. Et on achète la paix sociale quand c'est pas mon argent. C'est facile. Moi je dis toujours, l'argent des autres ne coûte pas cher. Donc si moi j'utilise votre argent, je vous assure, je peux tout vous promettre. Tout. Et je peux tout vous donner, j'ai aucun problème. Puisque de toute façon, tout ce que je vais vous donner, je vais aller le récupérer autrement. Ah ben oui, fatalement. Je suis pas fou non plus. Quand même, vous imaginez bien qu'aujourd'hui, on est face à 10 milliards par an d'argent public qui ne va pas dans les poches des gens qui devraient l'avoir. RSA, CNU, et ça c'est très important, et aussi EDF. 10 milliards par an. C'est bizarre, ces gens-là, pourtant, qui sont très intelligents, qui sont vraiment bien formés, etc., oublient, lorsqu'ils reçoivent des gens dans leur permanence, de leur dire « Madame, monsieur, vous êtes en difficulté financière. Savez-vous que... » Alors les chiffres, encore une fois, pour éviter de me faire trucider, je les avais notés. Savez-vous que 50% des gens qui peuvent toucher le RSA ne l'ont pas, ne le demandent pas? Alors oui, il y a 3 raisons à ça. La première raison, c'est qu'ils ne sont pas au courant. Bon, ça c'est vite fait, hein. Il vient à la permanence et le député lui dit. Ou alors ils font des campagnes à la télé et puis ils expliquent aux gens. Bizarre, ils ne le font pas. Deuxième chose, pourquoi ils ne demandent pas? Tout simplement parce qu'ils ont honte de demander. Parce que nous ne sommes pas des fraudeurs fiscaux. Nous ne sommes pas des assistés. Le peuple français ne l'est pas. Et c'est ce qu'on essaye en permanence de vous infuser dans la tête. Un peuple d'assistés, un peuple d'assistés. Le peuple d'assistés, la fraude fiscale, non, pas la fraude fiscale, la fraude à l'aide sociale
250 millions d'euros. 250 millions d'euros. La fraude à l'aide sociale. Et la fraude à l'aide fiscale, pardon, l'évasion fiscale, 80 milliards par an. Qui est l'assisté? Qui est l'assisté? Est-ce que c'est le petit? Ou est-ce que c'est le gros qui profite de tout, de tous les biens, de toutes les infrastructures de la nation? Il va faire son business et puis en plus il va venir vous imaginez, vous essayez de vous plaindre en vous disant mais vous ne vous rendez pas compte que si moi je pars de ce pays, vous n'aurez pas de travail. Donc moi il ne faut pas que je paye là-dedans, c'est important. 80 milliards, 3500 familles, d'accord? 3500 familles. 250 millions, je ne connais pas le chiffre des gens qui sont à ça ou qui sont pauvres en France, mais on estime à peu près à 10% de la population française. Faites le calcul, 6 millions d'individus. Qui est assisté? Donc ça c'est intéressant, et la CMU c'est 70%. 70% de gens qui doivent toucher la CMU ne le demandent pas. Le troisième aspect, pourquoi les gens ne le demandent pas, donc le premier c'est qu'ils sont au courant, le deuxième c'est parce qu'ils ont peur de le demander, et le troisième c'est parce que les procédures sont extrêmement compliquées. Ah c'est étonnant. Alors pourquoi s'ils légifèrent, pourquoi ne rendent-ils pas les choses plus faciles? À partir du moment où vous êtes licencié, que vous allez, je sais pas moi, réclamer votre droit, vous devriez automatiquement être positionné sur les listes. Automatiquement. Vous ne devriez même pas avoir besoin de quémander. Mais si, parce qu'en fait 10 milliards d'euros par an, vous imaginez bien que c'est très intéressant que ça ne tombe pas dans vos poches. 10 milliards par an. Ce qu'on est en train de nous vacciner aujourd'hui, c'est pour 4 milliards. Donc ils sont contents de ne pas donner ces 10 milliards. Par contre, ils vont les donner, les 10 milliards, à d'autres personnes qui, eux, n'ont jamais rien demandé, et ils vont le faire, et ils n'apporteront rien à la nation. Donc le RIC, vous voyez, là j'ai essayé de vous prendre des cas concrets, pour que vous compreniez que le RIC, c'est pas quelque chose d'abstrait. C'est pas juste une mécanique comme ça, des gens qui auraient une lubie, ah oui, moi je veux le RIC, je veux le RIC, je veux le RIC. Non, parce que c'est de tout ça dont on parle. Le premier objectif du RIC, c'est la fiscalité. Ben oui, parce que c'est ce qui nous concerne tous, c'est ce qui nous parle tous. Mon argent, qu'est-ce qu'on fait de mon argent? Je paye des impôts, je veux voir à quoi ça correspond. C'est pour ça que les gilets jaunes sont sortis dehors. Qu'est-ce qu'on fout de mon pognon? Et bien lorsque vous avez un RIC, vous avez non seulement la capacité de demander et d'exiger des réponses, mais pire, vous pouvez agir. Et vous pouvez les empêcher de faire des choses. Parce que depuis que 5 mois se sont écoulés de gilets jaunes, moi je suis un des seuls fous, je pense en France avec quelques-uns, à regarder le journal officiel. Parce qu'on peut vous baratiner sur tout ce qu'on veut à la télé, ou même à l'Assemblée nationale, tout ce que vous voulez. L'important c'est le journal officiel. C'est réellement, une fois que les lois sont passées, ce qui fait loi. Eh bien il faut savoir que... Et ben, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu un emballement législatif. Ils ont accéléré la cadence. Et ils passent des lois, et ils passent, et ils passent, et ils passent, et ils passent, et ils passent. Cette hémorragie, cette ouverture de robinet, il va falloir très vite la sauver. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la crise de 2008. Vous avez vu la latence qu'il y a eu 2008 aujourd'hui? Imaginez-vous ce qui sont en train de passer, quand est-ce qu'on va le payer? On va le payer dans les semestres qui vont venir ou les années qui vont venir. Donc il faut très vite, et c'est pour ça que nous, on milite pour avoir un RIC rapidement et travailler dessus. J'arrête. On va se laisser. Voilà, j'ai une question. Laetitia parlait du pouvoir d'achat. Là, on parle du RIC. Donc, il y a plein de revendications en fin de compte. En fait, quand on est en manifestation ou quoi que ce soit, c'est beaucoup, on montre le RIC. Et pourquoi on n'en déjà pas le pouvoir d'achat d'abord, et puis après on voit pour le RIC? C'est une obligation le RIC d'abord et pas le pouvoir d'achat d'abord? Alors, bien entendu, moi j'entends toutes les personnes qui se sont d'abord levées pour le pouvoir d'achat. C'est sûr. Donc leur première revendication, c'est ça. Donc il y a un gouvernement qui est en place,
et comme il ne faut pas mentir aux gens, le RIC c'est une mécanique qui est longue, bien sûr il va falloir qu'ils répondent tout de suite à ces problématiques. Le seul souci, c'est que si vous n'avez pas de moyens législatifs, comme je vous ai expliqué, sur le fait que les décisions qu'ils vont vous prendre aujourd'hui, vous ne serez pas en capacité de les contrôler et surtout de les empêcher, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Il va vous dire oui, et c'est ce qu'il a fait au mois de novembre, enfin au mois de décembre, pardon, quand il avait donné le bifton à 100 €. Puis il n'a pas donné à tout le monde, et puis aujourd'hui on ne sait pas vraiment s'il l'a donné, etc. Est-ce que les entreprises ont joué le jeu, pas joué le jeu? Donc, encore une fois, il va vous donner votre argent, parce que c'est votre argent. Il n'y a pas de problème. Par contre, leur pouvoir, ils ne vont pas le partager. Donc l'idée de, bien sûr, le fiscal, il va falloir en faire un an, parce que c'est à ça qu'ils doivent répondre, puisque les gens se sont mobilisés et sont sortis dans la rue pour ça, donc ça, il va falloir qu'ils le fassent. Mais attention, quand on a nos politiques, on a la main sur beaucoup d'autres choses, qui font que je vais vous donner 100 €, mais il n'y a pas de problème, je vais vous récupérer 500 €. Donc vous aurez eu la satisfaction de vos 100 €, et puis ce qui va arriver, vous allez les payer encore plus. Donc le RIC, oui, bien sûr, le RIC, c'est justement pour empêcher que ça arrive. Vous avez une question? Oui, je dirais que c'est même un lien pour le pouvoir d'achat, parce que si on va chercher, par exemple, sur les impôts, si on va chercher l'argent qui part en fuite fiscale et autres, c'est une dépense de moins pour nous, les simples ouvriers. Et ça, c'est un pouvoir d'achat. Et je crois que le travail sur le RIC, c'est important. En fait, on nous a cantonnés à devenir des animaux consommateurs. Pareil, c'est malheureux, mais ça a été théorisé depuis très longtemps, ce qu'on est en train de vivre. Alors les gens ont pris connaissance maintenant, moi j'ai pris connaissance il y a seulement 10 ans, donc je ne veux pas faire parler non plus. J'étais aussi moi-même abruti, embué, etc. Je le suis aussi sur beaucoup d'autres choses. Et j'espère que je sortirai un peu de mon assoupissement. Mais en tous les cas, ce qui est important, c'est que ces gens-là ont considéré que la masse que nous sommes, le peuple, si je le cantonne à un pouvoir d'achat, c'est désormais de l'esclavage moderne. Parce que pour moi, lorsque j'ai des gens en face de moi qui sont uniquement soumis à la pression fiscale, à la pression économique, est-ce que je dois avoir un travail ou pas? Vous savez, ils ont théorisé ça s'appelle la pyramide de Maslow. C'est-à-dire, tant que vous n'avez pas assouvi les étages du bas, vous ne pouvez pas passer à l'étage du dessus. Et l'étage du bas, c'est quoi? C'est les besoins fondamentaux, c'est physiologique, voilà, c'est dormir, manger, aller aux toilettes, se reproduire. Eh bien, on va maintenir un maximum de gens en bas de cette pyramide. Et plus on monte dans la pyramide, et c'est une vraie pyramide, et plus on va s'épanouir, et plus on va s'intéresser bizarrement à la chose publique. Ben oui, parce qu'à partir du moment où j'ai du temps, si j'ai du temps, 24 heures, à consacrer à ma mairie, ben je vais commencer, vous allez avoir tous les chiens de la terre qui vont éplucher les lions en table. On va faire ça de toute façon. Et il y en a, ils adorent ça. Quand vous avez une personne comme ça au sein de vos administrés, vous le savez très bien, dans les assemblées, ils disent « Oh, on n'a pas vu encore ». Ben oui, mais parce que pas celui, quand même, c'est le seul qui épluche les comptes. Oui, peut-être tout ça dans des AG de copropriétaires. Et ben on a besoin de ces gens-là. Et bien dites-vous que vous aurez la même chose au niveau de la mairie, et vous aurez la même chose au niveau du département, et de la région, et de la nation. Des gens qui vont se spécialiser à éplucher les comptes, qui vont vraiment regarder, et qui vont conscientiser les gens. Donc oui, ça c'est vraiment quelque chose qui est très très important, et on doit passer du pouvoir d'achat au pouvoir d'agir. Parce qu'à partir du moment où vous avez cantonné une perte de population à juste un acte de consommation, fatalement, je peux contrôler le verrou. Le robinet, je peux le fermer quand je veux. Chômage, inflation, hausse de certains produits de consommation. Et là, je vous maintiens toujours dans le bas de cette pyramide. Ça m'intéresse. Par contre, si je vous libère du temps, oui, les 35 heures, il y a des pays qui ont testé les 32 heures. Qu'est-ce qui va avancer demain? J'ai entendu. Travailler plus, ça veut dire quoi? Moi, je bosse 70 heures par semaine. On va me dire à moi de travailler plus. Alors déjà, je ne vois pas mes deux gamins, alors je vous dis des trucs. Et je pense que vous êtes nombreux dans ce cas-là. Nous sommes des travailleurs, les gilets jaunes, on est des travailleurs. Laetitia l'a dit tout à l'heure, on n'est pas des feignants. Donc on va travailler plus pour gagner plus. Ok, c'est ça la promesse. Très bien. Donc ce qui veut dire que
Pardon? Et oui, peut-être même pour gagner pareil. Non, mais lui, en fait, il va nous dire que c'est pour gagner plus. D'accord? On va travailler plus pour gagner plus. Vous voulez plus de services publics? Travaillez plus. C'est normal. Vous ne pouvez pas exagérer quand même. Vous ne pouvez pas exiger d'avoir des services publics. Et en plus, vous ne payez pas d'impôts. Mais attendez, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? 80 milliards qui partent, 10 milliards d'euros qui ne vont pas dans les poches des pauvres. Mais de qui se moque-t-on? Qui a pris du pognon? Il y en a. La répartition n'est pas bien faite. C'est juste ça. Donc moi, non, je ne veux pas travailler plus. Je crois que j'estime que je travaille suffisamment. On me dit une autre question. C'est vrai, j'ai explosé. Ah oui, tu peux. Allez-y, pardon. Peux-tu nous parler sur la première femme et à ton initiative, si j'ai bien compris, à la suite de la conférence de Chartres? Objectif RIC. Objectif RIC, en fait, c'est. Donc, on a décidé d'aller vite, hein, justement, parce qu'on veut un RIC. Et quand on s'est tourné vers des gens qui travaillent déjà sur le RIC, Article 3 est une association qui milite depuis très longtemps, hein, d'accord? Mais en fait, eux, ils s'attardent uniquement à modifier les articles de la Constitution. Donc ça c'est bien, c'est intéressant parce il va falloir le faire. Dites-vous bien que le RIC aujourd'hui est incompatible avec la Constitution de la 5e République. Et moi je ne parle pas de 6e République, hein, parce qu'on ne sait pas du tout à quoi ressemblera, même quand est-ce qu'elle sortira. On peut déjà modifier la 5e. Par contre, il faut modifier 11 à 12 articles de la Constitution, d'accord, pour que le RIC puisse passer. Mais le problème, c'est pas la Constitution. La Constitution, vous savez, aujourd'hui, elle existe déjà. Et en fait, elle sert à caler des meubles. Ou mieux, papier toilette, pour certains. Certains hommes politiques, et certains policiers. Parce qu'elle existe déjà. Et déjà, ils n'en tiennent pas compte. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez ce qu'on appelle les lois organiques. Après, vous avez les traités. Et après, vous avez les assemblées. Et les règlements des assemblées. Donc autant vous dire qu'il ne suffit pas de modifier la Constitution. Il faut aller beaucoup plus loin, il faut aller regarder les modalités. C'est les fameuses modalités dont je vous parle. Le projet que nous voulons faire, c'est un projet de co-construction avec la France entière, si la France est OK pour le faire, en 3 phases. Première phase, on auditionne tout ce qui existe aujourd'hui en France, toutes les personnes qui ont travaillé dessus, mais aussi ce qui se fait à l'étranger. On a recensé à peu près 60 initiatives. On les auditionnera tous, ils seront filmés en direct selon un cahier des charges de questions bien précises. Tout ce matériel sera mis à disposition de tout le monde, les vidéos, et aussi un document papier qui sera en open source, c'est-à-dire diffusable et sans aucune exclusivité. À partir de là, on bascule en deuxième phase. La deuxième phase, on se donne 6 mois pour la faire. Et c'est quoi? C'est de la co-construction. Alterner des ateliers géants, si possible, 500, 1000 personnes qui peuvent travailler sur des choses, partout en France. Alterner des micro-ateliers, 10-20 personnes, mais aussi une plateforme sur laquelle on va pouvoir positionner des propositions, débattre, etc. À la fin de cette deuxième phase, eh bien, on extrait 3, 4, 5, 6 propositions de RIC et on les met à référendum. On les soumet à référendum national, mais là, pas sous forme de oui-non, mais sous forme de jugement majoritaire ou pondéré. On n'a pas encore décidé. Et l'idée, c'est que vous pouvez donc vous positionner sur toutes en disant celle-ci me plaît, les moyens, je lui donne 9 sur 10, celle-ci 8 sur 10, etc. Et à la fin, on extrait, on espère, la proposition qui fait le plus de consentement. Et à partir de là, on la met entre des mains de constitutionnalistes et de juristes pour qu'ils nous la traduisent en loi. Donc on ne sera plus là à demander et à quémander quelque chose, on va carrément leur pousser quelque chose qu'on aura ficelé tous ensemble, nous-mêmes. C'est le projet. Donc vous pouvez aller vous inscrire sur un formulaire d'inscription pour savoir si vous pouvez nous aider, si vous voulez nous aider. On a au moment où je parle 300 personnes qui sont inscrites sur toute la France entière, mais aussi l'outre-mer. Mayotte compris. Donc ça c'est vraiment intéressant, puisqu'évidemment on veut que ce soit le plus inclusif possible. Je vous donnerai le nom du site pour ceux qui sont intéressés. Il est sur le média, je crois qu'il a un nom, mais je vous le redonnerai. Une dernière question et puis après je laisse la parole. Oui, moi je voudrais dire que le RIC, l'avantage dans le RIC, c'est qu'effectivement on a beaucoup de demandes, mais le RIC c'est une solution. Parce que je pense qu'il ne faut pas laisser aux hommes politiques toutes les solutions. Il faut aussi nous qu'on apporte des solutions. Parce que si on n'amène que des demandes, on va être vu comme on nous l'a dit au début. Et une chose aussi quand même, on a le droit de manifester.
on a le droit de faire des grèves, mais on a aussi le droit de voter pour les petits copains d'Internet qui vont faire des corrections. Et dernière chose, il faut aussi le dire à tout le monde, parce qu'il faut être honnête, l'Irlande, la Slovénie, la Révolution française, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on touche à leurs privilèges, les banquiers, comme les dirigeants, peuvent déclencher des guerres. Et c'est leur spécialité, pour faire un effacement défaut, si jamais ça prend. Donc il faut aussi être très prudent quand on part dans l'attaque du pouvoir, à bien savoir où on va. Et ils peuvent aussi s'en servir pour mettre contre nous les retraités, les gens qui ont un bien, parce qu'ils vont les affoler. Donc il faut aussi prendre le problème complet, et c'est vrai que le RIC c'est intéressant parce qu'on propose une solution. Donc, voilà. Donc, très rapidement, bien sûr, vous allez voir le RIC, en fait, dans les 40 pays que je vous ai mentionnés tout à l'heure, en fait, il y a une proportion très importante. La majorité des pays qui ont obtenu le RIC s'est fait pacifiquement. C'est la majorité. Elle s'est faite par des luttes, hein, mais attention, pacifiquement, ça ne veut pas dire que nous sommes des eunuques. D'accord? Il y a du contact. Hein, on va les bousculer un peu, les gens, quand même. Mais il s'est fait pacifiquement. Et les pays dans lesquels les choses se sont faites par violence, un des pays qu'on ne connaît pas bien, finalement, dans son histoire, c'est la Suisse. La Suisse l'a obtenu après une guerre extrêmement violente, en 1848. Et il leur a fallu 40 ans pour que leur RIC obtenu en 1848 dans la violence devienne quelque chose d'intéressant. 40 ans. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que tous les pays qui l'ont eu par la violence, eh bien en fait, ils ont mis 50 ans, 60 ans, avant que le RIC devienne quelque chose de sérieux. Donc c'est aussi à garder. Mais ça ne veut pas dire, attention, l'histoire c'est un garde-fou, hein, c'est un élément de comparaison. Ça ne veut pas dire que c'est la science absolue. Donc on peut aussi obtenir des choses et puis faire contredire l'histoire. Et c'est intéressant de voir. Mais vous avez raison, c'est un combat. Au même titre que, vous savez, hein, l'abolition de l'esclavage a été un combat. Quand vous écoutiez les esclavagistes, c'était pas possible. Mais pas une seule seconde. Le monde était fait ainsi depuis toujours. Et comment ça, mais les Noirs, mais c'est pas possible. Bien sûr qu'ils sont faits pour nous servir. Et imaginez-vous les planteurs, comment vont-ils vivre, etc. Les mêmes questions, les mêmes doutes. Le suffrage universel, qu'a-t-on entendu du suffrage universel? Mais vous allez laisser des bœufs, la phrase a été prononcée, vous allez laisser des bœufs choisir. Ah bon, donc on est assez bœufs pour élire un président, mais on ne serait pas assez intelligent pour aller regarder des textes de loi. Et puis bah, pareil pour le droit des femmes, alors là, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu non plus, hein. N'oubliez pas que jusque dans les années 70, mesdames, vous étiez des adolescentes éternelles. Donc ce sont des combats, et ça c'est important. Chaque génération doit être en capacité de maintenir les droits que les aïeux ont permis d'avoir et doit en permanence en conquérir des nouveaux. Parce que les forces qui sont en face de vous sont des forces de régression, des forces régressives, qui n'ont qu'une seule envie, c'est justement de vous les abattre, ces droits. Donc il faut les maintenir et il faut en gagner des nouveaux. Merci pour tout. Merci.